Alors là, on va tomber dans l'analyse un petit peu plus poussée de ce qui se passe. Là, je vous ai fait une petite revue de presse. Là, ça va être plutôt l'analyse du processus judiciaire de Trump. Donc, comme je le disais, 70 millions d'Américains ont voté par correspondance. Donc, en France, c'est abandonné depuis les années 70, milieu des années 70. Ça vous donne une idée que c'est quand même problématique. Quand Radio-Canada, CNN, Le Monde vous disent « Oui, c'est normal, il n'y a pas de problème, Joe Biden est élu. » Écoutez, calmez-vous, là, les gauchistes. C'est pas pour rien que c'est interdit dans certains pays. C'est parce que les risques de fraude sont massifs. Massifs. Et quand vous êtes, comme aux États-Unis, où il y a 375 millions d'habitants et qu'il y a 70 millions de votes par correspondance, ça laisse supposer quand même qu'il y a une possibilité de trafiquer des élections. Et on l'a vu dans l'histoire américaine, ça a existé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus les démocrates doivent se battre en cours, plus Trump gagne du temps. Donc, plus c'est long avant que les États reconnaissent la victoire de Biden, mieux c'est. La date limite pour certifier le résultat des élections est le 30 novembre en Arizona. On peut peut-être mettre la carte, mon cher Philippe. Carte contestation. La carte des contestations, exactement. Oui, oui, oui. La date limite pour certifier le résultat des élections est le 30 novembre en Arizona. Arizona, c'est AZ, là, les initiales. Le 23 novembre en Pennsylvanie et au Michigan et le 20 novembre en Géorgie. La Géorgie, c'est un État qui a annoncé un recomptage manuel de ses 5 millions de bulletins de vote. Ça pourrait prendre du temps et on verra. Mais c'est possible que la Géorgie, finalement, recompte et que ça tombe dans l'escarcelle de Trump. On verra tout ça. Si les résultats de ces États officiellement remportés par Biden ne sont pas certifiés à temps et que les tribunaux confirment le tout, Trump a d'excellentes chances d'être élu par le Congrès en janvier. Et oui, parce que s'il n'y a aucun candidat qui a 270 grands électeurs, ça va se retrouver devant le Congrès, la Chambre des représentants. Et ce n'est pas un vote pur de la Chambre des représentants qui compte, c'est un vote spécial où, finalement, les États ont plus de voix que les représentants. C'est-à-dire qu'au fond, ça favorise les petits États rouges, les petits États républicains, plutôt que les gros États démocrates. Évidemment, la Californie, c'est 35 millions d'habitants, ça donne 55 grands électeurs et c'est majoritairement démocrate. Mais on s'en fout parce que dans ce système-là, les représentants de la Californie seraient sous-représentés, par exemple, par rapport à des petits États républicains qui sont plus nombreux, parce que les États rouges sont plus nombreux que les États bleus, que les États démocrates. Il y a une seconde avenue qui permettrait à Trump de se maintenir au pouvoir, c'est s'il parvenait à faire invalider les centaines de milliers de bulletins de vote qui ont été dépouillés à Détroit, Pittsburgh et Philadelphie, probablement ailleurs aussi, sans la présence d'un observateur républicain, ce qui est évidemment totalement illégal, ce qui contrevient à une récente décision du tribunal en Pennsylvanie. C'est une avenue que Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, maintenant avocat de Trump, a défendu publiquement. Donc, l'idée d'invalider les bulletins où il n'y avait pas, finalement, de scrutateurs républicains. C'est une autre voie pour Trump. Alors, pour la Géorgie, on va faire État par État. Pour la Géorgie, voici comment Trump pourrait remporter le vote populaire selon le président du Parti républicain géorgien. 3,5 % des bulletins de vote par correspondance ont été rejetés en 2018, entre autres parce que les signatures ne correspondaient pas au modèle de référence. En 2020, il y a eu 12 fois moins, soit 0,3 %. Il y en a eu 12 fois moins. Même sans parler de fraude, il suggère que les employés ont été submergés par la masse de bulletins postaux et n'ont probablement pas fait preuve d'assez de rigueur. Donc, d'après nos calculs, l'avance de Joe Biden fondrait d'au moins 90 % si ce même pourcentage de bulletins postaux était rejeté cette année. Donc, de 14 000 voix d'avance à seulement 1 400 voix. Et ça, c'est en prenant pour acquis qu'un bulletin démocrate soit aussi susceptible qu'un bulletin républicain d'être rejeté. Mais dans les faits, le taux de rejet est significativement plus élevé chez les électeurs démocrates. Pourquoi? Parce qu'ils sont généralement moins expérimentés, parce que plus jeunes, la plupart n'ont jamais voté par correspondance, voire jamais voté du tout. Donc, l'État, la Géorgie, est en pleine opération de recomptage manuel. Il faut s'attendre à ce que chaque signature soit scrutée minutieusement. Donc, en Géorgie, recomptage des voix à l'avantage des républicains. L'Arizona, maintenant. L'avance de Biden en Arizona est d'à peine 10 000 voix. C'est très peu. Pourrait également être réduite ou effacée si un recomptage minutieux avait lieu. Un recomptage va bientôt être annoncé également au Wisconsin, où l'avance de Biden est d'environ 20 000 voix. Dans ce même État, une poursuite lancée par un groupe d'électeurs vise à invalider
792 000 votes dans 3 comtés à majorité démocrate. L'équipe d'avocats de Trump demande par ailleurs à la Cour d'invalider plus de 690 bulletins par correspondance en Pennsylvanie, en arguant qu'ils n'ont pas été dépouillés de manière transparente et que les électeurs de certains comtés à majorité démocrate ont obtenu des avantages que d'autres électeurs n'ont pas eus, entre autres le droit d'être avertis que leur bulletin était erroné et du temps supplémentaire pour le corriger. Ce qui est une violation du 14e amendement. Si ça vous intéressait, vous pouvez aller voir ça. Déjà invoqué par la Cour suprême dans Bush contre Gore. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, évidemment. Bush contre Gore, ça vous rappelle quelque chose, les plus vieux d'entre vous? Les années 2000, la Floride? Ça vous rappelle quelque chose? CNN qui annonce que c'est le président Gore qui a été élu? Il est où le président Gore? Il n'est jamais arrivé. Ce type n'est jamais arrivé au pouvoir. Parce qu'il y a eu un recomptage, c'est passé devant les tribunaux et finalement, les juges ont invalidé les votes. En fait, on stoppé le comptage des votes et ça a fait en sorte que c'est Bush qui est devenu président des États-Unis puisqu'il a raflé la Floride. Donc, vous savez, aux États-Unis, si Trump se maintient au pouvoir, s'il est réélu, ce ne serait pas la première fois que les tribunaux, plus que le vote populaire, décident des résultats des élections. Hein, ça serait déjà vu. Évidemment, ça serait un scandale énorme d'un point de vue démocrate, ça hurlerait, hein, on aurait droit quand même à des scènes de chaos. Ça serait Black Lives Matter, mais x10. Là, ça serait l'hystérie totale si Trump parvenait à se maintenir au pouvoir par finalement les tribunaux. Bon, moi, c'est ce que je souhaiterais hein, quand même, une forme de radicalisation de la gauche. Ça permettrait peut-être à Trump, face à la violence d'extrême gauche, de finalement véritablement verrouiller tous ces mouvements Antifa, Black Lives Matter, etc., les déclarer comme criminels et les foutre en prison, donc finalement mettre en place une répression contre l'extrême gauche violente. Hein, ça justifierait en quelque sorte sa réaction. Donc moi, je souhaite ça. Hein. Je souhaite la réélection de Trump, évidemment, pour finalement verrouiller l'extrême gauche. Ça, c'est évident. On continue aussi sur les arguments du camp Trump. Alors, certains arguments avancés par les avocats de Trump sont loin d'être ridicules. Le constitutionnaliste renommé Alan Dershowitz pense que le camp républicain va arriver à faire invalider les bulletins de vote reçus après l'élection. Et que toutes ces poursuites soient couronnées de succès ou non, il s'agit de manœuvres dilatoires qui fournissent des arguments juridiques aux législateurs républicains qui veulent remettre la certification des résultats dans les États clés au calendrier grec. C'est ça qui est excellent. Évidemment, même, et ça c'est intéressant, parce qu'on a vu Mitch McConnell, donc quand même une bête politique du Sénat américain, un républicain, donc l'establishment du parti soutient les manœuvres juridiques de Trump, également Mike Pompeo, Rudy Giuliani, etc. Il y a toute une partie des républicains qui sont derrière Trump. Donc penser que Trump est seul face à l'establishment des républicains. Évidemment, il y a des types qui détestent Trump depuis le début, c'est des néoconservateurs. Ils veulent faire la guerre partout à travers la planète, donc ils trouvent que Trump est trop isolationniste. Donc, ils préféraient avoir Biden comme président. Et je rappelle d'ailleurs que Biden, c'est l'aile droite du Parti démocrate. C'est un type qui a eu des déclarations incroyables dans les années 80, 70-80. Il disait par exemple qu'il ne voulait pas que ses enfants vivent dans une jungle raciale en parlant des écoles multiraciales. C'est quelqu'un qui a quand même, qui vient de la vieille Amérique blanche, un démocrate, mais malgré tout, qui était, disons, anciennement sur une ligne de pensée, oui, gauche centriste. Évidemment, c'est plutôt un néoconservateur sur le plan géopolitique, c'est-à-dire être très dur face à l'Iran, faire des frappes un peu partout, déstabiliser les régimes qui ne plaisent pas aux États-Unis. Si Biden est élu, ça va être ça. Donc, il y a une partie, ça va être finalement la continuité un peu Bush, Obama, etc. Ce que les patriotes américains appellent « the endless wars hein, », les guerres sans fin. Les États-Unis sont toujours en guerre contre à peu près n'importe quel régime, on ne sait pas trop pourquoi. Pour protéger, on ne sait pas trop quel intérêt. Hein, au Proche-Orient, on se pose la question pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour Tel Aviv ou est-ce que c'est pour les intérêts géopolitiques de Washington? On se pose des questions des fois. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais une petite parenthèse, belle trahison de la part d'Israël qui a reconnu la victoire de Biden. Trump a léché les pompes des Israéliens pendant 4 ans. On reconnaît Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël.
On reconnaît la souveraineté d'Israël sur le Golan, sur les territoires occupés, la Judée-Samarie, Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. On transfère l'ambassade d'Israël. Je veux dire, il a tout fait, là, Trump, pour cirer les pompes des Israéliens. Et que fait Netanyahou? Il reconnaît la victoire de Joe Biden. Écoutez, même Erdogan n'a pas reconnu la victoire de Biden. Poutine a dit, on va quand même attendre de voir le résultat parce qu'il y a des processus judiciaires. Cet enfoiré de Netanyahou, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche les pompes des démocrates alors que le processus judiciaire n'est pas fait. À quoi ça sert finalement d'aider les Israéliens, ces chers sémites du Proche-Orient? Ça ne sert à rien, ils vous plantent un couteau dans le dos. Donc, belle leçon pour Trump, le président le plus pro-israélien de l'histoire des États-Unis, qui se fait quand même trahir par Netanyahou. Voilà. Il faut, vous savez, sans être obsédé par la question israélienne ou la question juive, il faut toujours se rappeler une chose. Les Israéliens, les Juifs défendent leurs intérêts à eux. Ils ne défendent pas nos intérêts à nous. Ils défendent leurs intérêts à eux, pas les nôtres. Les intérêts d'Israël, ce n'est pas les intérêts des États-Unis. Les intérêts des Juifs, ce n'est pas les intérêts des Occidentaux chrétiens. Vous comprenez? C'est deux choses séparées. Et c'est pour ça que les cocus néoconservateurs qui rampent devant Israël, c'est des imbéciles sur le plan géopolitique et c'est des imbéciles sur le plan, comment je dirais, même de la politique intérieure. Ça, c'était fin de la parenthèse sur la réaction israélienne face à Trump.